La Fédération des femmes du Québec est un organisme féministe qui existe depuis à peu près 50 ans, depuis 1966, qui se consacre à la défense des droits des femmes et qui travaille sur plusieurs sujets, notamment la pauvreté, la violence faite aux femmes, toutes les discriminations qui touchent les femmes en général, que ce soit le racisme, que ce soit les discriminations raciales, discrimination salariale, discrimination sociale et autres. Donc, on vous invite aussi à avoir, si vous voulez plus d'informations sur la Fédération des femmes du Québec, on a aussi des dépliants qui sont disponibles ici. Aujourd'hui, je vais laisser Alexa Conradi, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, vous présenter un peu l'objectif du cours en général. Pourquoi la femme a décidé de tenir un cours dans le cadre de l'UPOP? C'est dans le cadre d'une initiative qui s'appelle les États généraux de l'action et de l'analyse féministe. Je vais laisser Alexa vous en parler davantage. Bonsoir à toutes et à tous. Puis aussi, merci d'être là, les régulières du groupe. Je suis désolée de me répéter pour les personnes qui sont venues à d'autres cours, mais pour les autres, ça aide à situer un petit peu. On a décidé il y a à peu près 3 ans de tenir un grand processus de réflexion en invitant le mouvement des femmes à prendre part à une réflexion sur l'avenir du mouvement féministe, en faisant le bilan des 20 dernières années de notre action, de nos réflexions, en faisant une analyse de où on en est aujourd'hui et de quelle manière on veut se projeter dans l'avenir. Et il y a eu beaucoup d'étapes différentes de ce processus-là qui a été initié par la Fédération sans être sous le chapeau de la Fédération parce qu'on a voulu chercher des femmes qui n'étaient pas forcément membres de la FFQ et de travailler aussi de pair avec Femmes autochtones du Québec. Dans cette démarche-là, qui a commencé par colloque, identifier le moyen, les façons qu'on voulait faire, les thématiques à aborder, on a eu plusieurs événements, un processus de consultation, des tables de travail, et nous sommes rendus 2 ans et demi plus tard à la veille d'un grand forum qui compte déjà plus de 600 inscriptions, qui va avoir lieu du 14 au 17 novembre prochain. Et lors de thématiques et il y a des propositions qui émanent de toutes ces réflexions-là qui vont faire l'objet de débats et d'adoption. Et au cœur de la démarche des États généraux était une volonté de voir comment recomposer des relations égalitaires entre peuples autochtones et peuples québécois et quelle était la responsabilité du mouvement des femmes dans cette réflexion. Et dans cette poursuite d'une nouvelle relation basée sur l'égalité. La FFQ, en 2004, a signé un protocole de solidarité avec Femmes autochtones du Québec qui nous a amenés sur un nouveau chemin, mais aujourd'hui, on est à l'étape de l'étendre, de l'approfondir, et il y aura un ensemble de réflexions posées par les femmes lors du forum sur la question des relations autochtones-non autochtones, la colonisation, la décolonisation et comment on tisse des liens de solidarité profonde. Et donc, on pensait avec les activités de l'UPOP qu'on pouvait, à travers 4 sessions, au moins partager les réflexions qui émanent du mouvement féministe depuis 2 ans et demi, partager les réflexions avec un groupe de personnes intéressées, hommes et femmes. Et donc, chaque session est une occasion d'échange, d'apprentissage mutuel et de continuer à bâtir un peu nos réflexions en vue du forum. Et donc, ce soir, c'est une soirée consacrée aux alliances autochtones, non autochtones, et que nous, ce que je pourrais dire pour les personnes qui souhaitent consulter le cahier de proposition, moi, je dirais qu'il y a une influence forte de la participation des femmes autochtones dans cette démarche-là, du début du cahier jusqu'à la fin. Et donc, pas juste dans les sections, la section qui traite directement des relations non autochtones, mais aussi dans la perspective et la vision qui est proposée, où il y a une sorte de rencontre des philosophies. Et donc, d'une certaine façon, ce soir, c'est une soirée pour discuter ensemble. Merci. Pour nous parler davantage justement de cette
peuples allochtones, femmes allochtones. On a 3 invités avec nous qui vont nous parler. Mais avant de vous détailler un peu leur biographie et de leur laisser la parole, j'aimerais remercier Vidéo Femmes qui offre gratuitement, gracieusement, une vidéaste à chaque rencontre de l'UPOP pour filmer un petit vidéo des présentations de chacune des panélistes. Et par la suite, ils sont mis en ligne sur le site web des États généraux du féminisme. Donc, premièrement, merci à Vidéo Femmes et merci aussi au Café L'Artère de nous recevoir ce soir. Donc, dans l'ordre, pour parler du sujet de ce soir, on va commencer avec, à ma droite, Ouidia Larivière. Ouidia, qui est d'origine anishinaabe et québécoise. Elle est diplômée en études internationales et langues modernes de l'Université Laval et en immigration et relations interethniques de l'UQAM. Elle occupe depuis janvier 2009 le poste de coordonnatrice jeunesse chez Femmes autochtones du Québec. En 2013, elle a été désignée jeune leader de réconciliation pour une 2e année consécutive dans la région de Montréal, dans le cadre du projet de réconciliation des peuples autochtones et de l'organisme Racines canadiennes. Ouidia est une fervente militante féministe des causes autochtones. Elle a co-initié la mobilisation québécoise du mouvement national de contestation autochtone Idle No More, Fini l'inertie en français, en cofondant la branche québécoise dans les médias sociaux et en co-organisant la première manif au Québec et plusieurs autres actions à Montréal. Donc, c'est Ouidia qui va nous parler en premier. À ma gauche, en deuxième, Viviane Michel, qui est présidente de Femmes autochtones du Québec. Viviane est originaire de Maliotenam. Elle est impliquée depuis plus de 10 ans au sein de Femmes autochtones du Québec, d'abord comme directrice de la nation Innu, puis ensuite comme vice-présidente de l'association de 2010 à 2012 et présidente depuis 2012. Son parcours professionnel en tant qu'intervenante pour la maison d'hébergement pour femmes autochtones Missinac dans la région de Québec l'a amenée à bien connaître les problématiques liées aux femmes autochtones. Elle siégeait d'ailleurs au réseau des maisons d'hébergement pour femmes autochtones du Québec, coordonné par Femmes autochtones du Québec, qui a développé de nombreux outils permettant d'adapter aux réalités culturelles des femmes autochtones les services qui leur sont offerts. Et pour terminer, à mon extrême droite, Camille Robitaille. Camille est formée à la croisée de l'anthropologie et de la criminologie. Elle a participé à des ateliers sur les questions autochtones, notamment sur la violence envers les peuples des Premières Nations. Simple kidam non autochtone sensibilisée à la question au moment de recevoir l'appel des États généraux, elle a décidé de participer en s'embarquant à la table de travail autodétermination. Elle est présentement relationniste chez Mémoire d'Encrier, maison d'édition multiculturelle. Donc, chacune de ces personnes, chacune de ces belles femmes vont vous parler de 10 à 15 minutes et par la suite, on va prendre une petite pause de 10 minutes et on va passer à une période d'échange avec nos panélistes. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Ouidia Larivière. Coucou tout le monde, je m'appelle Ouidia, je suis québécoise et anishinaabe, donc québécoise par mon père puis anishinaabe par ma mère. Donc toute ma vie, j'ai grandi dans 2 cultures complètement différentes. Ça a eu beaucoup de défis, donc ça n'a pas toujours été facile, mais à long terme, j'ai découvert que ça avait une grande richesse puis que ça me permettait de faire le pont entre les 2 cultures. Donc, finalement, ça me fait toujours plaisir de parler des cultures autochtones aux allochtones, non autochtones, québécois. Puis, je suis ici pour parler plus spécifiquement du mouvement Idle No More. Puis, c'est quoi le lien avec le mouvement Idle No More, puis la thématique d'aujourd'hui? Bien, en fait, parce que je vais expliquer que c'est un mouvement qui est mené principalement par des femmes. Puis, deuxièmement, parce que ça a permis aux Autochtones et aux non-Autochtones de collaborer ensemble sur des enjeux communs. Donc, je définis souvent aussi le mouvement Idle No More comme étant une nouvelle émergence du féminisme autochtone. Fait que je trouve ça très inspirant. Puis, je vais faire un rappel très bref de c'est quoi le mouvement Idle No More pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mouvement. Donc, c'est un mouvement qui a commencé il y a maintenant 1 an, donc à l'automne 2012, par 4 femmes, donc 3 femmes autochtones et une femme non autochtone, qui étaient préoccupées par le projet de loi Omnibus C-45 du gouvernement Harper. Donc, elles mettent en péril la démocratie, les droits ancestraux autochtones, l'environnement, etc. Donc, ils ont commencé à organiser des séances de teach-in, ça vient du mot
C'est inspiré du mot sit-in, sauf que ça s'appelle des teach-in. Donc, c'est vraiment une séance durant laquelle il y a des ateliers de sensibilisation sur différentes thématiques. Donc, ces teach-in-là étaient spécifiquement sur c'est quoi la loi Omnibus C-45, c'est quoi les impacts pour les peuples autochtones et la population en général aussi. Puis, peu à peu, ces séances de teach-in-là ont vraiment mobilisé les gens qui ont commencé donc à faire des manifestations plus tard, vers novembre, décembre 2012. Il y a eu quelques éléments déclencheurs, notamment des chefs autochtones qui ont essayé de rentrer dans la Chambre des communes pour dire qu'ils voulaient faire partie de la discussion justement concernant ce projet de loi-là, puis qui ont été refusés à l'entrée. Donc, c'est vraiment symbolique pour nous de la continuation du colonialisme, du gouvernement qui refuse d'établir un dialogue avec nous, puis qui même, la relation a été dégradée depuis que Harper est au pouvoir. Donc, ça a vraiment été une image assez forte de voir ça. Autre chose aussi, sûrement que vous en avez entendu parler dans les médias, il y avait la chef Teresa Spence, la chef de Ottawa-Piscate, qui avait enclenché aussi une grève de la faim, donc elle s'est greffée au mouvement aussi, puis elle a été très médiatisée. Donc, c'est vraiment durant la période aussi que les manifestations commençaient à travers le Canada. Puis, étonnamment, il y avait des manifestations simultanées à travers le Canada, mais pas encore au Québec. Puis moi, je me demandais pourquoi, parce qu'on venait de sortir du printemps québécois, puis j'ai dit, mon Dieu, je pensais qu'on était comme la province mobilisée du Canada, puis il y avait personne qui allait manifester pour I Don't Know More, pendant qu'à travers le Canada, il y avait plein de manifestations simultanées. Fait que ici, ça a commencé vraiment par une conversation Facebook. Ma collègue Mélissa Molin-Dupuis qui m'avait juste... Non, en fait, j'avais écrit un statut Facebook qui disait « Pourquoi il n'y a rien qui se passe au Québec pour I Don't Know More? » Puis Mélissa Molin-Dupuis qui me répond « Je sais pas. Est-ce qu'on organise une manif? » OK. Donc, ça a vraiment commencé de même. Puis, en fait, on ne savait pas dans quoi vraiment qu'on s'embarquait. On a organisé la première manifestation au Québec en 4 jours. On n'avait jamais fait ça de notre vie. Donc, on a embarqué dans une autre vague de manifestations qui avait été appelée par les fondatrices du mouvement le 21 décembre 2012. J'ai jamais su si la date avait vraiment un lien avec l'annonce de la fin du monde des Mayas, mais c'était le 21 décembre 2012 qu'il y a eu la première grosse manif au Québec, I Don't Know More. Puis, nous, on pensait qu'on serait peut-être juste 10 personnes. Puis finalement, ça a donné que je pense qu'on était presque 500 personnes. Puis ça a vraiment été un succès. Fait que ça, on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. On continuait les actions. Donc, c'était pas juste des manifestations aussi. Il y avait des flash mobs de danse traditionnelle autochtone, des teach-in, etc. Puis c'est ça, étonnamment, à ce moment-là, c'était beaucoup les médias étrangers qui s'intéressaient à notre mobilisation, comme les premières entrevues, ou en tout cas les premiers reportages qui ont été faits, ça a été par exemple Le Figaro, Al Jazeera, etc. Avant même Radio-Canada ou d'autres médias locaux. Donc, on trouvait ça très drôle. Là. Je me rappelle même la une du Figaro qui disait « Les Indiens partent en guerre ». Puis, mais plus tard, finalement, c'est ça, plus en janvier, les médias locaux ont commencé à s'intéresser à la mobilisation qui se déroulait au Québec. Puis c'est là, en fait, que j'ai commencé à aussi... j'étais vraiment dans le tourbillon du mouvement, mais j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le mouvement parce que, par exemple, les journalistes me demandaient « Ah, pourquoi que I Don't Know More est mené par des femmes? » J'y avais même pas pensé. C'était comme quelque chose qui était venu naturellement. Puis j'ai dit « Ah, c'est vrai. Pourquoi que I Don't Know More, c'est des femmes qui en sont des leaders? Pourquoi c'est des femmes qui ont parti? » J'y avais même pas pensé. Puis c'est comme les questions des journalistes, les questions des gens qui m'ont fait de réflexionner sur le mouvement en tant que tel. Parce que moi, j'étais tellement à l'intérieur de celui-ci que je n'avais pas pris le temps de prendre le recul puis d'y réfléchir. Fait que oui, je me suis demandé pourquoi I Don't Know More était menée par des femmes, puis j'en suis venue à quelques hypothèses. Puis en fait, c'est pas la première fois que les femmes autochtones
se mobilisent. Là. Les femmes autochtones, ça fait longtemps qu'ils militent. Viviane va sûrement vous en parler. Donc, les mobilisations des femmes dans les années 70 pour changer la loi sur les Indiens, qui était une loi super sexiste. L'an passé, pendant le printemps québécois, ça n'avait pas été médiatisé, mais c'est des femmes qui faisaient principalement partie du blocus de la 138, donc pour dénoncer des travaux d'Hydro-Québec qui se faisaient sur leur territoire sans leur consentement. C'est des femmes qui ont été emprisonnées, c'est des femmes qui ont parti la marche contre le plan Nord. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau que les femmes autochtones soient les premières à réagir. Sinon, moi, je vais te dire au début, OK, les femmes autochtones sont doublement discriminées en tant que femmes et autochtones à la fois. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ressentent plus d'urgence d'agir, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais ça allait au-delà de ça. C'est vraiment parce que les femmes autochtones, traditionnellement, occupaient une place importante dans les communautés autochtones avant l'arrivée de la colonisation puis le patriarcat qui a été imposé dans les sociétés autochtones avec la colonisation. Les femmes autochtones avaient beaucoup de pouvoir, mais en fait, avaient autant de pouvoir que les hommes dans les communautés, que ce soit dans les prises de décision, les discussions. Puis il y a même des nations autochtones que c'est les femmes qui ont carrément le dernier mot. Je pense notamment aux Mohawks, avec leur clan de mères aînées. Donc, c'est vraiment une conception, une perspective complètement différente des sociétés européennes, occidentales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi que les femmes autochtones sont sous-représentées dans le milieu politique, même au sein de leur propre système politique dans les communautés, qui, je rappelle, n'est pas un système représentatif des façons traditionnelles autochtones de fonctionner. Donc, des conseils de bande, l'Assemblée des chefs, c'est une création puis une imposition du gouvernement fédéral. Donc, ça reflète aucunement la manière traditionnelle de fonctionner dans les communautés. Fait que je pense que les femmes, à travers le militantisme, dont I Don't Know More, c'est vraiment un moyen pour elles de reprendre la voix, reprendre le pouvoir qu'elles ont perdu avec la colonisation, suite à la colonisation, puis le patriarcat qui s'est imposé dans les sociétés autochtones amenées par la colonisation. Il y a un aspect intéressant d'I Don't Know More aussi auquel j'aimerais vous parler, c'est non seulement les femmes qui sont largement impliquées, mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes femmes autochtones impliquées, probablement parce que c'est la continuation du militantisme des femmes autochtones en général, mais aussi parce que j'ai senti que ça ravivait leur fierté identitaire. Puis, c'est pas juste les jeunes femmes autochtones, mais vraiment les jeunes en général. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marche de Nishiyu. C'était un groupe de jeunes Cris de la communauté de Wamagustui qui ont marché des milliers de kilomètres, donc d'une communauté dans Nunavik en plein hiver, donc en plein hiver jusqu'à la colline parlementaire. Je ne me rappelle plus combien de temps ça leur a pris, mais c'était justement une autre action qui s'est greffée au mouvement I Don't Know More. Donc, ces jeunes-là ont marché oui, il y avait un message politique, donc c'était pour dénoncer C-45, l'attitude encore colonialiste, paternaliste de la part du gouvernement. Mais c'était aussi un cheminement identitaire dans lequel ils disaient, par exemple, se rapprocher à nouveau de la manière dont leurs ancêtres vivaient. Ça, donc, autrement dit, une manière un peu de se décoloniser, se réapproprier leur culture, leur mode de vie traditionnel, etc. Puis, juste une anecdote comme ça, ces jeunes-là sont arrivés à la colline parlementaire, puis nous autres, je ne sais pas pourquoi, mais on osait espérer que peut-être Harper allait les accueillir. Mais cette journée-là, Harper est en train d'accueillir des pandas de la Chine qui lui avaient été donnés en cadeau suite à un accord économique là, que le Canada avait signé avec la Chine. Donc, nous, on faisait des blagues, on disait « on devrait inviter Anarcho Panda », puis tout s'habillait en panda comme pour attirer son attention s'il est plus attiré par les pandas que notre mobilisation. Puis, un autre aspect important
d'I Don't Know More aussi, c'est la collaboration entre Autochtones et Allochtones qui est née à travers le processus, parce que les gens ont réalisé que c'était un mouvement qui parlait non seulement de causes autochtones, mais ça concernait des enjeux communs criants tels que la protection du territoire, la protection de l'environnement, la démocratie à travers le pays. Donc, c'était pas nécessairement juste des questions autochtones qui étaient amenées par le mouvement I Don't Know More. Donc, j'ai l'impression que le reste de la population s'est senti interpellé par cet aspect-là. Puis le message souvent qu'on avait, c'était... Donc oui, on a commencé à créer des bons liens, mais le message souvent qu'on avait, c'est « On veut se battre avec vous, mais on ne vous connaît pas. » Fait que j'ai réalisé qu'avant de lutter ensemble, il y a aussi comme un travail à faire d'apprendre à se connaître. Autant qu'on a pu se côtoyer pendant 450 ans sans se connaître, autant que ça peut prendre vraiment du temps de mieux apprendre à se connaître. Souvent, je voyais ça comme... C'est la période d'une relation amoureuse. Donc, on est comme dans la période du flirt, là, comme on est en train de se cruiser, mais éventuellement, comme on va établir des meilleures relations à long terme, plus durables, on va tisser des meilleurs liens. Moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à mieux se connaître avant. C'est sûr qu'il y a des enjeux criants, mais à travers le processus, il faut apprendre à se connaître. C'est vraiment important. On peut pas juste dire on va inclure des Autochtones parce qu'il faut les inclure ou vite, il faut lutter ensemble parce que c'est important. Je pense que I Don't Know More, ce type de mobilisation-là, c'est justement comme l'occasion d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître pour mieux lutter ensemble par la suite. Puis je pense que I Don't Know More a eu de bonnes occasions jusqu'à maintenant. Puis la preuve, c'est comme moi puis Viviane, on est invités à une séance ce soir pour parler de féminisme autochtone. Puis c'était pas nécessairement des choses qui arrivaient avant. Fait que je vois quand même beaucoup d'améliorations aussi. Les gens sont plus curieux, sont plus ouverts d'esprit. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de défis, mais j'ai beaucoup d'espoir aussi par rapport à la collaboration entre Autochtones et non-Autochtones, même si, oui, c'est encore difficile. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Je pense que j'ai dépassé mon temps, mais je vais juste terminer avec un dicton autochtone qui m'inspire beaucoup, qui dit que la lutte ne sera pas terminée tant que le cœur des femmes ne sera pas tombé au sol. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est juste pour démontrer l'importance des femmes dans la lutte, mais je pense que ça démontre aussi l'importance des femmes autant dans les luttes autochtones que non autochtones. Puis c'est un dicton qui me donne beaucoup d'espoir pour les luttes à venir. Merci. Merci, Ouidia. Je vais maintenant laisser la parole à Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec.